La Zambie aux urnes ce mardi. 5 millions de Zambiens pour départager principalement deux candidats à la magistrature suprême, le président sortant Rubia Banda et son principal opposant Michael Sata. Un scrutin serré avec à la clé un mandat de 5 ans pour diriger un pays qui surfe sur le boom du cuivre, principale source de revenus de la Zambie. Son sous-sol constitue l'une des plus importantes réserves de cuivre du monde. Première en Afrique, la Zambie occupe le 8e rang mondial des pays producteurs. L'envolée des cours de l'or rouge zambien vaut au pays un taux de croissance record en Afrique. Un point positif que Rubia Banda, le président sortant, proche des milieux d'affaires, met à l'actif de son bilan. Pourtant, cette croissance, de nombreux électeurs ne la ressentent pas dans leur quotidien. Mécontents, certains espèrent un véritable changement. Plus de 60% vivent avec moins de $2 par jour. Nous souffrons énormément et nous voulons le changement dans ce pays. C'est pour cette raison que je vote. Nous voulons changer de président afin d'avoir des emplois. Beaucoup parmi nous ne travaillent pas. La grande insatisfaction des électeurs pourrait profiter à l'opposition en général. Selon les observateurs, celle-ci serait tout de même affaiblie par un manque de consensus et un grand nombre de candidats face au président sortant. Pour cette élection à un tour, l'Union européenne a dépêché 120 observateurs. Outre le nouveau président de la République, les Zambiens ont choisi leurs députés et représentants locaux. Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, a rencontré le président Ali Bongo Ondimba en tête-à-tête. Les deux hommes d'État ont évoqué la coopération gabono-ivoirienne. La Côte d'Ivoire et le Gabon ont des liens très forts, des liens historiques. Et je suis venu saluer mon frère, le président Ali Bongo Ondimba. Et nous avons fait le point de la situation dans nos pays respectifs et de notre volonté de renforcer la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. C'était une rencontre d'amitié, je dirais presque familiale. Coopération excellente, il faut le dire. Le Gabon a toujours aidé la Côte d'Ivoire à retrouver le noble chemin de la paix. Cela s'est observé au travers des multiples médiations managées jadis par feu le président Omar Bongo Ondimba, mais aussi en faveur du dénouement du bras de fer Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Ado apprécie. J'en parlais au président, je lui disais un grand merci, parce que le Gabon a une attitude très positive, un soutien remarquable et a joué sa part au Conseil de sécurité et nous lui sommes reconnaissants. La prise de position du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans cette crise a été qualifiée de courageuse. Le chef de l'exécutif américain Barack Obama l'a exprimé avec beaucoup de satisfaction. Une ville paralysée. Les rues de la banlieue sud de Conakry sont restées désertes en début de journée. Les forces de sécurité se sont déployées dans ce bastion de l'opposition pour empêcher tout rassemblement. Des violences ont eu lieu entre policiers et jeunes militants, venus manifester dans les rues suite à l'appel des principaux leaders de l'opposition. Alpha Condé n'a pas pu interdire la marche de protestation organisée par l'opposition guinéenne hier, après de longues discussions. Il n'y a pas eu de barrière. En réalité, il y a des gaz lacrymogènes. Mais il faut qu'on nous laisse vraiment faire notre manifestation de joie. Nous sommes dans un pays de démocratie. Pour la première fois en Guinée, le pouvoir n'a pas fait appel à l'armée pour disperser les manifestants. Des cas de blessés sont enregistrés parmi des gendarmes. Côté civil, 3 morts. Le pouvoir accuse d'irresponsabilité les organisateurs de la marche. On ne va pas sur le terrain les responsables politiques qui sont là, qui doivent organiser la marche, mais ce ne sont que des loupards, des enfants de mineurs. Comment on peut expliquer ça à un peuple, un peu de droit, lorsqu'on laisse les enfants, on les prend pour les victimes? Ce sont ceux qui lancent ces cas, maintenant les policiers sont blessés, les gens sont blessés, ça c'est pas sérieux ça. Dans un peu de droit, on identifie d'abord le point de ralliement, l'itinéraire, l'heure de départ et la fin de la manifestation. C'est ça dans un peu de droit. À la mi-journée, les principaux leaders de l'opposition qui ont appelé à la marche se montrent pour mobiliser leurs militants. Le dispositif sécuritaire et la répression les contraint à demander à leurs militants de rentrer chez eux. Étienne Soropogui, un des organisateurs de la manifestation, est arrêté. Une déclaration du pouvoir est attendue dans la soirée.
Nairobi, très loin de Lamu, cette ville touristique dont le train de vie n'est qu'à la portée des nantis et des Occidentaux. Deux villes, deux univers. Pourtant, les dernières nouvelles de Lamu sont parvenues à la capitale. Le Kenyan de la rue sait qu'une Française, sexagénaire et handicapée, a été kidnappée. Un acte qui ne laisse personne indifférent car certains se reconnaissent dans l'otage. Cela peut arriver à n'importe qui, même aux Kenyans. Tout ce que je peux dire, c'est que les gens doivent être plus prudents. Après l'attaque contre un couple britannique dans la même région, la prise d'otage embarrasse. C'est une mauvaise image pour le pays dont l'économie repose sur le tourisme. Pour la population, l'ennemi est tout trouvé. Ce pays est sécurisé parce que le gouvernement combat Al-Qaïda par tous les moyens. Les Occidentaux vivant à Nairobi se sont aussi concernés par la situation. Et malgré les appels à la vigilance de leur chancellerie, ils refusent de vivre dans la peur. Les autorités devraient prendre beaucoup plus soin des touristes, mettre plus de garde dans les rues, pas seulement à Nairobi, mais aussi sur le littoral. Dans ce pays, chrétien à 75%, les autorités mettent en avant l'hospitalité kenyane et rappellent que la prise d'otages est avant tout l'œuvre de rebelles islamistes somaliens. En 1998, Al-Qaïda frappait Nairobi en s'attaquant à l'ambassade des États-Unis. Un attentat qui fit plus de 200 morts et blessés. Un souvenir toujours douloureux pour le Kenya, qui depuis s'est rapproché de l'allié américain pour lutter contre le terrorisme. Desmond Tutu, qui a fêté vendredi dernier ses 80 ans, est sorti de ses gangs pour dénoncer les tergiversations du régime sud-africain pour la délivrance d'un visa au leader tibétain, le Dalai Lama. L'archevêque sud-africain, prix Nobel de la paix en 1984, s'en est pris vertement à l'État sud-africain qu'il a qualifié de pire que le régime de l'apartheid, car avec ce dernier, dit-il, on savait à quoi s'attendre. Et il est tout simplement inconcevable que nous qui avons souffert d'un régime oppressif, fassions le même genre de choses qui sont faites par des gouvernements oppressifs. Selon le prélat sud-africain, par peur d'offenser la Chine, le gouvernement sud-africain aurait retardé la délivrance de visa au Dalai Lama jusqu'à ce que celui-ci renonce à son voyage prévu le week-end dernier. Desmond Tutu a tenu à rappeler que la position de l'Afrique du Sud doit être aux côtés des oppressés vu la longue lutte des Sud-Africains face à l'oppression de la minorité blanche. Il a qualifié le peuple tibétain de peuple opprimé par le régime communiste chinois. Le gouvernement de Pretoria s'est défendu des accusations de Desmond Tutu et a affirmé que c'est le Dalai Lama qui a lui-même annulé son voyage alors que sa demande de visa était encore à l'étude. Les festivités marquant l'anniversaire des 80 ans du prix Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu ont été couronnées par la sortie d'un livre retraçant toute sa vie. Le Libéria fête ses Nobel dans une ambiance électorale. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, désignée prix Nobel de la paix vendredi dernier, est en pleine campagne électorale pour solliciter sa reconduction à la tête du Libéria. Un pays hanté toujours par une guerre civile qui a fait 200 000 morts et laissé l'économie complètement en ruine. Il s'agira de la deuxième élection présidentielle depuis la fin de la guerre civile en 2003. Les Libériens, sous la hantise des atrocités passées, veulent un ancrage dans la démocratie et la paix. On ne peut pas reconstruire un pays détruit en 6 ans. Ce pays était complètement anéanti avec des institutions qui ne fonctionnaient pas, des infrastructures détruites, sans loi. Donc ça nous a pris du temps de reconstruire et nous avons fait beaucoup de progrès. C'est pour ça qu'on reçoit la reconnaissance de la communauté internationale et de la majorité des Libériens. L'autre Nobel de la paix, Leiman Wobi, est elle aussi en soutien de Ellen Johnson Sirleaf et est très impliquée dans le combat politique. Les gens ne devraient pas croire que 6 ans de démocratie vont nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Je pense que pour l'instant, on est sur la bonne voie. Il faut juste qu'on continue dans cette direction et tout va se mettre en place. Ces élections, si elles se déroulent dans la transparence et le calme, permettront à ce pays de s'ancrer définitivement sur la voie de la démocratie et du développement. Des élections qui auront lieu ce mardi 11 octobre. Les crises alimentaires, notamment dans la Corne de l'Afrique, sont un défi pour les efforts déployés par les Nations Unies pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la réduction de moitié d'ici à 2015 de la proportion des personnes qui souffrent de la faim. Malgré les nombreuses promesses et les déclarations de bonnes intentions,
la communauté internationale tout entière tarde à entreprendre une action énergique pour bannir l'insécurité alimentaire de la planète. Aussi, l'organisation One, qui veut faire bouger les lignes, a lancé une campagne pour faire pression sur les dirigeants du G20 afin qu'ils tiennent leurs engagements. Cette campagne intitulée « Ensemble, mettons fin à la faim » s'appuie sur une pétition géante et un clip réunissant plusieurs personnalités très engagées tels que les chanteurs Bono, Tiken Jah Fakoly, Vincent Cassel ou Youssou N'Dour. La famine est fabriquée par l'homme. Rejoignez-nous sur one.org. Ensemble. Le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly, scandalisé par la mort de 30 000 enfants en moins de 3 mois, appelle les dirigeants du monde à mettre fin à ce qu'il qualifie d'une véritable obscénité, la famine. One demande donc au gouvernement du G8, du G20 et des pays africains de débloquer d'urgence les fonds encore nécessaires, estimés à 1 milliard de dollars, mais aussi de tenir les engagements pris au G8 de l'Aquila en 2009 d'investir 22 milliards de dollars pour la sécurité alimentaire et l'agriculture.